C'est une conversation avec Yannick Kergoat, le réalisateur du film Personne n'y comprend rien. Ce film résume 14 ans d'enquête journalistique sur l'affaire du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est potentiellement le plus gros scandale de la Ve République. Si vous voulez soutenir le podcast, le lien est en description. Merci. Les enquêteurs vont trouver un peu plus de 200 000 euros dans les coffres les traces de plus de 200 000 euros d'argent liquide en grosses coupures à la toute fin de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a des détails de l'histoire que t'as pas montré dans le film et que peut-être tu aimerais partager aujourd'hui avec moi? Oui, il y en a beaucoup parce que dans un film d'1h40, on ne peut pas raconter l'ensemble d'une enquête et d'une affaire aussi foisonnante que ça. Absolument, en tant que citoyen, c'est relativement sidérant de voir cette quantité de mensonges de la part de nos représentants élus, donc des gens qui devraient incarner une forme de probité, évidemment, et c'est ce qu'on attend d'eux. Ce mensonge répété, c'est quasiment un dispositif psychologique quasiment compréhensible. Voilà, ils peuvent plus faire marche arrière. Ils ont tellement menti qu'ils peuvent plus faire marche arrière. Je me suis aperçu que les spectateurs et les spectatrices au cours du film rigolaient beaucoup de ces déclarations et que ça fait rire. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que le film aurait ce potentiel comique, quoi. Moi, je me suis beaucoup marré. Je me suis beaucoup marré, je confirme. Voilà, on finit par rigoler. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui fait rire dans le mensonge de Nicolas Sarkozy? Parce que dans le fond, évidemment, c'est pas drôle du tout, quoi. C'est même dramatique. Ouverture du Sion. Bon, merci beaucoup Yannick d'être là aujourd'hui pour parler de votre film. C'est un gros pavé dans la mare quand même ce film. Je voulais un peu que vous commenciez par résumer en fait si possible de façon un peu caricaturale et grotesque, mais juste pour qu'une personne qui ait jamais entendu parler de cette affaire puisse en quelques secondes ou minutes comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors c'est un film qui veut éclairer une actualité particulière, c'est-à-dire celle d'un procès qui a démarré la semaine dernière, lundi de la semaine dernière, qui met en cause 13 prévenus dans ce qu'on appelle l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Donc ce film, il rappelle et il donne aux spectateurs et aux spectatrices des éléments pour comprendre le contenu de cette affaire. Qu'est-ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy et à son clan et à un certain nombre de personnes très proches de lui? Il y a 3 anciens ministres avec lui qui sont sur les bancs des prévenus pour à peu près 4 mois de procès. C'est d'avoir touché de l'argent d'une dictature, d'un pays étranger, d'une dictature, l'État libyen dirigé à l'époque par Moammar Kadhafi, en vue de financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy de 2007, campagne qu'il a évidemment gagnée, on s'en souvient, et à l'issue de laquelle il est devenu le président français pour 5 ans. Donc, si on devrait dire en 2 mots, on reproche à une dictature d'avoir acheté une démocratie, en tout cas une élection, certainement l'élection la plus importante qu'il puisse exister en France, l'élection présidentielle. Super. Donc le film consiste à faire le récit des faits établis par d'abord l'enquête journalistique de Mediapart et notamment 2 journalistes, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, et ensuite le déroulé de l'enquête judiciaire qui a démarré en 2013 et dont l'instruction est close depuis 1 an et demi. Merci, ouais. Du coup, c'est vraiment un truc de dingue. C'est-à-dire que, en fait, potentiellement, il y a le président de la République française qui est allé, via différents intermédiaires, Brice Hortefeux, Claude Guéant, chercher des millions d'euros, donc des petites coupures en cash et en transfert, pour financer sa campagne électorale. Mais je sais pas, c'est complètement irréaliste. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui revient. Sarkozy le dit lui-même, c'est un scénario de film.
c'est vraiment un scénario de film, un film d'espion, un film politique, mais c'est en fait, moi j'ai beaucoup de, enfin je trouve ça, j'ai beaucoup de malaise et en même temps, ça m'a fait tellement du bien votre film de le voir et ça a été une vraie catharsis parce que moi cette histoire je la suis depuis le début et de le voir enfin une sorte de résumé qui permet que notre esprit l'appréhende. Il y a vraiment eu un effet cathartique qui m'a qui m'a fait du bien au cœur et en même temps qui m'a un peu enragé de l'autre côté. Et donc j'ai un peu ce truc, voilà, des deux aspects, mais c'est très émotionnel en fait comme film, même si c'est très sobre. Il y a un côté très sobre dans la réalisation, mais ça prend vachement au trip et ça fait du bien. Donc je voulais déjà vous remercier et vous remercier aussi de votre courage parce que c'est quand même un peu touchy, on va dire, ce film. Et je voulais savoir du coup, Yannick, toi, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à te plonger dans une affaire qui est vraiment complexe, controversée, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à la base, vous, à réaliser ce film? Alors Toi, hein. c'est Toi, vrai que pardon, on a dit qu'on allait se tutoyer, ouais, excuse. c'est important de dire potentiellement, puisqu'il y a un procès et que en droit français, tant que les prévenus ne sont pas condamnés définitivement, ils sont présumés innocents. Il faut le redire, cette Ouais. enquête, elle n'est pas là. Ce film et cette enquête journalistique, elle n'est pas là pour prendre la place de la justice, elle est là simplement pour dire des faits qui sont vérifiés et d'intérêt public. Mais la fonction sociale du journaliste, n'est pas celle du juge. Il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour dire le droit. Hein. Il est là pour donner au public, encore une fois, des faits vérifiés et d'intérêt public. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce film? D'abord, c'est entre guillemets une commande, une proposition des journalistes et de la rédaction de Mediapart euh, pour lesquels cette affaire était peut-être l'affaire des affaires, enfin parce qu'elle condensait, un peu comme tu l'as dit, énormément de dimensions très importantes, que c'est sûrement le scandale euh, politico-financier le plus important de la Ve République, et que face à la gravité des faits qui sont reprochés, à la qualité des acteurs, hein, je parle encore une fois, un ancien président de la République, trois de ses anciens ministres, dont deux ministres de l'Intérieur, deux intermédiaires et un certain nombre d'autres prévenus, il nous semblait que l'affaire n'avait pas été traitée médiatiquement à la hauteur, voilà, de ces enjeux démocratiques. Dont l'idée d'en faire un film j'ai l'habitude de dire, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes et de la même manière que 160 articles sur un média en ligne, qu'un livre de 400 pages écrit autour de cette affaire, etc. Donc c'est aussi une manière d'aller vers le public et puis de toucher encore une fois des gens différemment et des gens différents. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a décidé la rédaction de Mediapart, ce qui nous a décidé ensemble d'essayer de financer un film et de le réaliser. Génial. Et il y a un côté aussi où mettre le projecteur, mettre la lumière sur et justement dans les milieux de la corruption, dans les milieux corrompus, c'est la hantise que il y ait la lumière qui soit posée sur eux, etc. Donc pour une personne corrompue, le pire qu'on puisse lui faire entre guillemets, c'est de mettre les projecteurs sur lui. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit genre non mais c'est trop gros, c'est tellement immense, tellement tentaculaire que c'est peut-être pas vrai en fait. Alors non, il n'y a pas aucun moment. Je pense que moi, quand je suis rentré dans le projet, encore une fois, l'instruction, l'enquête de la police judiciaire et des juges d'instruction était close. Donc, et elle s'est close par un document qu'on appelle une ordonnance de renvoi qui fait Mm. 570 pages. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que c'est un sentiment très partagé par les Mm. spectatrices Mm. et les spectateurs. On est un peu sidéré par l'ampleur de tout ça et par les manipulations Vas-y, et vas-y. par la dimension de la corruption dans une affaire comme ça. Elle est sidérante au point que euh,
évidemment, elle peut paraître fantastique quasiment. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs l'un des arguments utilisés par Nicolas Sarkozy et ses soutiens, c'est de dire mais on ne peut pas croire une histoire pareille. Ouais, c'est Or, ça. en effet, il y a un certain nombre de faits qui sont établis, euh, qui démontrent, en tout cas au niveau des faits, que une histoire comme ça est possible et même qu'elle a eu lieu. Et le projet de ce film, il est aussi de répondre. Le titre de film, Personne n'y comprend rien, procède d'une déclaration de Nicolas Sarkozy lui-même qui, au Figaro Magazine, en août 2023, pardon, disait la chose suivante. Les gens seraient les Français sont bien en peine de résumer ce qu'on me reproche, personne n'y comprend rien. Donc, dans le projet du film, il y a effectivement l'envie, l'idée de prendre la peine d'essayer de faire comprendre ce qu'il en est et de dissiper ce nuage de fumée, Ouais. voilà, qui n'a jamais cessé de se développer, enfin, et de masquer la réalité de cette affaire pendant 10 ans. Mais c'est une très vieille technique de manipulation, hein, recommandée par Machiavel, de justement semer le trouble et de semer la confusion pour régner. En fait, c'est bonnes vieilles tambouilles politiques, euh, très utilisées justement dans le film. Tu l'as très bien montré avec l'interview qui a été organisée sur BFM TV avec Ruth, où en fait on voit les conseillers en communication de Sarkozy qui mettent en lien avec BFM TV pour suite à le contre-pied de Ziad Takedine. On voit bien en fait tous ces petits mécanismes qui sont en place. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des détails du film ou de l'histoire, enfin voilà, des détails de l'histoire que t'as pas montré dans le film et que peut-être tu aimerais partager aujourd'hui avec moi. Oui, il y en a beaucoup parce que dans un film d'1h40, on ne peut pas raconter l'ensemble d'une enquête et d'une affaire aussi foisonnante que ça, qui touche 21 pays avec énormément de témoignages, de Hmm. faits, etc., qui se sont accumulés et qui ont été établis par l'enquête judiciaire et puis par l'enquête de Fabrice et de Karl. Donc évidemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Encore une fois, le livre de Fabrice Ecard écrit sur l'affaire qui s'appelle Avec les compliments du guide, dont je vous conseille la lecture si vous voulez avoir Ouais, vraiment la totalité de tout ça. Il fait 400 pages, on ne peut pas résumer 400 pages dans 1h40 de film, c'est pas ouais. possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a énormément de choses, mais par exemple, il y a une scène que j'avais montée avec la monteuse du film, avec, euh, avec Pauline Casalis, et qu'on n'a finalement pas gardé dans le film parce qu'on était trop long. Euh, c'est le récit, par exemple, de l'allocation par Claude Guéant durant la campagne présidentielle de 2007, donc durant la période de la campagne, d'une chambre forte. Claude Guéant Ah oui. est client de la BNP et demande à son agence à Saint-Philippe-du-Roule à Paris de pouvoir louer un coffre-fort. On lui présente des coffres, mais il dit non, c'est trop petit. Alors on le renvoie à l'agence Opéra où ils ont des coffres plus grands et ils louent une chambre forte, hein, c'est-à-dire un coffre-fort dans lequel une femme ou un homme peut rentrer debout. Voilà. Et il le loue pendant la période, il y va 7 fois au cours de la campagne présidentielle. Et les policiers vont l'interroger sur la raison, enfin sur ce qu'il a bien pu mettre et ce qui expliquait l'allocation de cette chambre forte. Et aux enquêteurs, il a répondu, c'était pour y déposer les discours de Nicolas Sarkozy. Ça, ça- ça- voilà, ça c'est des éléments qui sont intéressants et, euh, et qui donnent aussi le contexte un petit peu de l'affaire. Il y a à la fois la difficulté pour les enquêteurs de trouver des preuves directes, hein, et il y en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais aussi le niveau des explications qu'un certain nombre de prévenus ont pu donner sur procès-verbal au cours de l'enquête. Mais c'est dingue. Et c'est sur cette histoire pour revenir sur Claude Guéant, qui est un des personnages avec Brice Hortefeux centraux, c'est un des ministres
que tu as évoqué, qui est aujourd'hui donc devant la justice jusqu'en avril. L'histoire des tableaux hollandais, ça c'est quand même aussi un aspect que tu as voulu mettre et à mettre en avant dans le film. Donc il dit, en fait, donc il reçoit un virement pas lui, mais il y a une histoire de virement de 500 000 euros, me semble-t-il, sur un compte qui transite par la Malaisie, qui vient de Malaisie, et il justifie ce transfert par le fait que c'est en fait des ventes de 2 tableaux hollandais. Et en fait, ces tableaux, personne n'a jamais réussi à vraiment savoir ce que c'était. C'est bien ça, Absolument, c'est un virement que les enquêteurs découvrent un peu par hasard sur le compte en banque de Claude Guéant, un virement de 500 000 euros. On parle d'un demi-million de francs, c'est quand même pas une petite somme, c'est pas, c'est quand même quelque chose de conséquent qui lui a permis d'acheter un appartement immédiatement après derrière la Tour Eiffel, en tout cas qui a financé une très grande partie de cet achat. Et évidemment, quand les enquêteurs, c'est pareil, découvrent cette somme, qui lui a été virée, ils lui demandent la raison de cet argent, à quoi correspond ce versement. Et Claude Guéant, tout ça se passe quelques semaines après la visite de Mouammar Kadhafi en France en décembre 2007, et il dit c'est le produit de la vente de 2 petites marines d'un peintre hollandais du XVIIe que je possédais, que j'ai vendu, et cette somme correspond à la vente de ces deux petits tableaux. Alors évidemment, les enquêteurs vont enquêter à la fois sur la réalité des tableaux, sur combien valent en réalité ces tableaux sur le marché de l'art, etc. S'aperçoivent qu'on est très très loin du compte, que les experts consultés disent non, ces tableaux ça vaut en gros 10 fois moins que la somme que Claude Guéant prétend les avoir vendus. Et de fil en aiguille, au long de l'enquête, on va s'apercevoir effectivement que l'argent provient de Libye via un intermédiaire, Alexandre Joury. Ces faits vont être examinés aussi pendant le procès, et Claude Guéant va devoir s'expliquer réellement sur la provenance de cet argent dont l'enquête tente à démontrer qu'elle provient de Libye, et notamment via Béchir Saleh, qui était le directeur du Fonds souverain libyen, par l'intermédiaire d'Alexandre Joury, et non pas de la vente de ces tableaux dont les juges d'instruction disent que c'est une vente fictive. Salut à toi, et désolé d'interrompre ce podcast, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Non, pas de tableau hollandais, non merci. Par contre, si tu regardes ce podcast sur YouTube et que tu vois le nombre d'abonnés qu'on a, la meilleure chose que tu puisses faire pour soutenir ce podcast, c'est t'abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on peut montrer ça à des invités potentiels, on peut montrer ça à des sponsors, et en fait, ça va juste être la meilleure façon pour toi de soutenir le podcast. Donc voilà, merci beaucoup de t'abonner à la chaîne, et maintenant, place au podcast. Une vente destinée à masquer la réalité de la corruption. Oui, ce qui est un peu l'art est malheureusement utilisé souvent à ces fins parce que c'est difficile d'évaluer, c'est un bien dont c'est un peu un classique finalement de comment faire du blanchiment d'argent. Et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment dans votre documentaire, dans le travail qu'a fait Mediapart. Et là, ça le montre très bien, c'est que c'est vraiment fourni. Il y a des noms, il y a des chiffres, il y a des preuves, et ça fait du bien parce que des fois, on est un peu, ça peut arriver d'avoir des théories du complot, mais là, c'est vraiment, on est au cœur du truc et c'est tellement établi, tellement fourni que finalement, on dit potentiellement, mais c'est vrai que ça laisse quand même pas trop de place au doute avec. Il y a tellement de temps aussi qui a passé, c'est 14 ans d'enquête. Bref, une des questions qui m'intéressait, ou des réflexions que j'aurais bien aimé avoir, c'est il y a un peu une citation de Solzhenitsyn que j'aimerais vous lire, et c'est: nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent,
Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant, ils persistent à mentir. Et en fait, c'est Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn qui a dit ça. Et là, on est vraiment dans cette persistance du mensonge quand on voit le procès aujourd'hui, ou du potentiel mensonge, on va dire. Mais on est vraiment dans ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et est-ce que c'est, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça? De cette Oui, persistance du mensonge? absolument. En tant que citoyen, c'est relativement sidérant de voir cette quantité de mensonges de la part de nos représentants élus, donc des gens qui devraient incarner une forme de probité, évidemment, et c'est ce qu'on attend d'eux. Et, euh, et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. Après, je pense que psychologiquement, ce mensonge répété, c'est quasiment un dispositif psychologique quasiment compréhensible. Voilà, ils peuvent plus faire marche arrière. Ils ont tellement menti qu'ils peuvent plus faire marche arrière. C'est la ligne de défense ultime. Je veux dire, c'est même presque la barrière psychologique qu'ils pourraient pas franchir parce que sinon, d'une certaine façon, tout s'effondrerait, quoi. Enfin voilà, tout ce qu'ils sont. Toute leur histoire, toute leur carrière, tout leur discours, j'ai presque envie de dire tout leur être s'effondrait s'ils arrivent, si à un moment donné ils avouaient effectivement un mensonge sur des faits aussi incroyables et aussi dramatiques que cela, quoi. Voilà, donc, mais dans le cas de Nicolas Sarkozy, et c'est vrai que je me suis aperçu que les spectateurs et les spectatrices au cours du film rigolaient beaucoup de ces déclarations et que ça fait rire. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. Hein. Je pensais pas que le film aurait ce potentiel comique, quoi. Moi, je me suis beaucoup marré. Je me suis beaucoup marré, je confirme. Voilà, on finit par rigoler. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui fait rire dans le mensonge de Nicolas Sarkozy? Parce que dans le fond, évidemment, c'est pas drôle du tout, quoi. C'est même dramatique. Et ben, donc voilà, j'ai réfléchi à la question du mensonge en politique et je me suis demandé ce qui différenciait Nicolas Sarkozy de ses prédécesseurs, parce qu'il n'a pas été le seul homme politique à mentir, même au plus haut niveau. Je crois que on peut dire que Jacques Chirac lui mentait avec un panache, avec un certain panache, comme ça, que François Mitterrand, par exemple, avait fait du mensonge comme une œuvre d'art. On s'y remonte plus loin dans la Ve République. Je pense que De Gaulle, pour lui, le mensonge, c'était une sorte de prérogative d'un pouvoir un peu impérial, quoi. Voilà, c'était installé. Nicolas Sarkozy, lui, moi j'ai le sentiment, et c'est ce qui fait rire, c'est qu'il ment comme un enfant. Voilà. Et ça nous fait rire. Il ment comme un enfant que la mère prend les doigts dans le pot de confiture et qui continue à dire avec les mains pleines de confiture, non, 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 c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. Et aujourd'hui même, il dit, non, c'est pas moi, c'est les autres. Voilà. Et cette façon qu'il a aujourd'hui de mentir, eh ben, fait rigoler d'une certaine façon, quoi. Il y a une forme de ridicule. Il y a une forme de ridicule et moi aussi il y a un côté mauvais acteur. Il y a un côté acteur de série B, un peu acteur qui essaie de se débattre et mettre beaucoup d'aplomb dans son personnage, mais ça prend pas. Et en même temps, il y a tellement une charge d'éléments concrets qui sont à côté que en fait, les éléments concrets de l'enquête plus le côté un peu mauvais acteur de série B et effectivement ce côté un peu enfantin où merde je me suis fait gauler, ça prend pas du tout. Et en fait moi pour avoir rigolé aussi pendant le film et pour vous donner un peu mon avis de spectateur là, du coup c'est vraiment un rire jaune aussi, c'est à dire que on rit mais c'est un rire un peu de purge, de cathartique, enfin c'est un rire jaune mais il y a un peu comme j'ai rigolé tout à l'heure quand vous me parlez de Guéant dans son coffre-fort et qui pouvait rentrer et qui disait que c'était pour garder les discours. Mais genre, arrêtez de vous foutre de notre gueule comme ça. Enfin, c'est un peu un rire jaune mais du coup un rire aussi libérateur. Enfin, qui, encore une fois, ça fait du bien de pouvoir en rire parce que c'est tellement dramatique. On parle quand même, il y a plusieurs personnes qui sont, enfin, il y a quand même une guerre civile en Libye, des bombardements, l'utilisation potentielle de l'armée de l'air française qui est, enfin, sur un dictateur libyen. Enfin, c'est dramatique. Et du coup, c'est vrai que d'arriver à en rire,
il y a un côté où ça soulage. Enfin, vraiment, c'est une sorte de médecine parce que c'est tellement lourd qu'en rigoler, ben, ça permet de sortir cette boule que ça peut créer un peu au niveau au niveau du plexus là. Donc voilà. Et justement, est-ce que sur le côté vraiment, bah, pour le coup, pour revenir sur l'aspect un peu plus libyen de l'affaire, il y a un détail crucial, on va dire. C'est le premier article que Mediapart a révélé, c'est le document versé, le document libyen écrit en arabe qui certifie que la Libye a versé 50 millions d'euros à, disons, pour le financement de la campagne électorale de Kadhafi. Ce document, Nicolas Sarkozy dit c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Aujourd'hui encore, il dit c'est un faux. Sauf que il y a eu 3 procès qui ont été faits des avocats de Nicolas Sarkozy pour contester la véracité de ces documents. 3 procès qui ont mené à un non-lieu. Et Sarkozy continue d'utiliser cet argument de c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Je voulais rentrer un peu plus dans le détail alors de ce document. Qu'est-ce que c'est ce document? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un document authentique? Alors, ce document, c'est un accord, effectivement, ça précise un accord, on va dire, au niveau de l'administration libyenne, de la plus haute administration libyenne, pour effectivement financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 pour un montant de 50 millions d'euros. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'argent a été versé, mais ça dit qu'un accord a été passé. Hein, et c'est un document officiel qui porte la signature de personnages très très connus du régime, des hauts cadres du régime, et qui engage donc le gouvernement libyen. Alors c'est vrai que ce document il a été publié par Mediapart en 2012, entre les 2 tours de l'élection présidentielle. On l'explique pourquoi dans le film, ça a fait débat au sein de la rédaction, est-ce qu'il faut publier ou pas ce document. Ils l'ont publié parce qu'ils pensaient qu'effectivement ne pas le publier alors qu'il était en leur possession aurait été une faute plus grave que de le publier pendant ce moment particulier de la vie démocratique française. Et il a été effectivement immédiatement attaqué par Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux, hein, Brice Hortefeux qui est l'un des plus anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy et qui est mis en cause dans le document, qui est cité dans ce document-là, pour faux et usage de faux. Donc ils ont attaqué le journal pour faux et usage de faux. Et effectivement, au cours d'une procédure, et à 3 reprises, en première instance, en deuxième instance et en cassation, la justice, les experts de la justice ont dit ce document n'est pas un faux. Et tu as raison de rappeler que encore, je crois, c'était hier devant le tribunal, Nicolas Sarkozy a continué à prétendre que le document est un faux. Or, pour la justice, et définitivement, l'affaire est jugée, elle est jugée définitivement, le document n'est pas un faux. Encore une fois, c'est une intention de versement, donc ça dit le début d'un pacte de corruption, mais ça ne dit pas l'argent a été versé, l'argent a été trouvé, dans quelle main il est parti et dans quelle main il est arrivé. Hein. Mais au regard de l'affaire qui nous préoccupe et des éléments de preuve qui vont être trouvés plus tard au cours de l'enquête, notamment on a trouvé beaucoup de traces d'argent, évidemment, dans cette affaire, c'est un document qui est effectivement essentiel. Ouais, et on parle justement c'est beaucoup de cash aussi, donc il y a ces fameuses armoires remplies de billets dans la campagne dans les bureaux de campagne, et que Eric Woerth, donc en fait c'est des billets de combien concrètement? C'est des billets de 500, c'est ça? C'est des billets de 200, c'est des grosses coupures quoi. Et alors oui, les enquêteurs vont trouver un peu plus de 200 000 euros dans les coffres les traces de plus de 200 000 euros d'argent liquide en grosses coupures à la toute fin de l'élection présidentielle. Je dis bien à la toute fin, c'est de l'argent qui a été distribué aux petites mains comme des primes aux petites mains de la campagne, aux militants qui ont aidé à organiser et à animer cette campagne présidentielle. Et pour les juges d'instruction, c'est le signe de ce qui devait y avoir massivement comme argent liquide
pendant la campagne. C'est ce qui restait à la toute fin de la campagne présidentielle. Ouais. Et effectivement, Eric Woerth, qui était le trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque, a donné comme explication pour cet argent liquide présent en grosse coupure, il a donné l'explication que c'est de l'argent qui aurait été envoyé anonymement par des soutiens par la poste. Voilà. Donc on imagine un soutien à Nicolas Sarkozy qui a un billet de 50 euros, le met dans une enveloppe, ne donne pas son identité, l'envoie par la poste et surtout dit moi je veux pas que ça soit défiscalisé puisque vous savez que les dons en matière de politique, ils sont défiscalisés à 66%. Donc cette explication pour les juges, évidemment, elle ne tient pas du tout. D'autant plus que les policiers ont interrogé le préposé au courrier pendant la campagne et que lui a affirmé n'avoir jamais reçu de dons en liquide comme ça, anonymement, par la poste. Et pour du coup parler un peu de l'aspect esthétique du film aussi, c'est assez austère, on va dire. C'est un appart, c'est filmé dans un appart où on voit juste des projections, une télé, des interviews après plus classiques, on va dire. Je m'interrogeais un peu pourquoi est-ce que tu as fait ce choix on va dire de l'austérité, mais je sais pas si c'est le mot que toi tu choisirais pour définir ce cadre. Oui, je crois qu'on peut dire que le film, il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est vrai que c'est assez austère, c'est assez rigoureux, parce que je voulais que ça accompagne justement la rigueur des arguments, quoi. Voilà, on fait pas du spectacle sur des faits comme ça. Donc, c'est austère et en même temps, je crois que c'est rythmé. Ouais. En même Ah oui, oui, temps, oui. les images d'archives illustrent d'une certaine façon l'ensemble des propos. C'est austère, mais il y a beaucoup de témoignages différents. Donc, je voulais, voilà, un récit de l'enquête le plus sérieux possible, le plus objectif possible. Encore une fois, c'est pas un sujet sur lequel on a vraiment envie de rigoler ou de faire, voilà, de lancer des balles en l'air, quoi. Il fallait respecter ce qu'a été la rigueur, le travail extrêmement rigoureux et honnête des journalistes dans cette question, et puis rendre ça au public en le rendant le plus lisible possible, voilà, donc sans effet. Et puis de l'avis des gens qui ont vu le film, je pense que ils sont plutôt contents, voilà, de ce rapport assez rigoureux que le film met à exposer des faits qui sont eux-mêmes très rigoureux. Ouais, non, c'est vraiment très bien fait. Et en fait, moi, il y a quand j'ai fini de voir le film, il y a aussi un truc dans la mesure, un truc auquel j'ai pensé, c'est dans quelle mesure ça s'inscrit dans une histoire un peu plus large de la France. Et notamment, j'ai pensé à l'affaire des diamants de Bokassa. Et en fait, les parallèles sont assez étonnants parce que dans les deux cas, c'est des ministres en fonction qui font des allers-retours entre la France et l'Afrique. Donc l'affaire des diamants de Bokassa, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va en Centrafrique. Dans les deux cas, on a des financements, donc dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing, des diamants, dans le cas de Sarkozy, potentiel du cash. Et ensuite, on a une déstabilisation des régimes. Donc, Bokassa a été viré évacué par les services secrets français, déstabilisé et évacué par les services secrets français. Donc ça, c'est l'élément que moi je rapporte. Mais dans le film, vous faites, tu fais le parallèle avec l'affaire Karachi. Donc, est-ce que en fait, au-delà de l'énorme affaire gigantesque avec Sarkozy, est-ce que on s'inscrit pas dans quelque chose de plus systémique, dans une trajectoire où en fait les présidents en campagne vont chercher des financements comme ça à l'extérieur, des financements illégaux à l'extérieur? Oui, cette affaire, aussi grave qu'elle le soit, c'est pas la première affaire de financement politique et notamment d'une élection présidentielle. Alors, les diamants de Bokassa ont fait scandale et
elle a été révélée avant l'élection elle-même et a peut-être coûté son élection à Valéry Giscard d'Estaing, c'est très difficile à dire, mais l'affaire a été révélée avant, pardon, alors que celle-ci est révélée quand même des années plus tard, hein, donc elle fait l'objet d'un procès des années plus tard, ce qui est quand même une différence importante. Euh, la, ce qui est aussi de très marquant, je pense, dans cette affaire particulièrement, et de particulièrement choquant, c'est-à-dire que l'une des personnes sollicitées au cœur de ces négociations, on veut dire, de ce que la justice appelle un pacte de corruption, Ouais. il y a Abdallah Senoussi, qui est un ancien terroriste, qui est responsable d'un attentat terroriste extrêmement meurtrier contre la France. C'est ça aussi qui choque énormément. C'est qu'on a pris langue, on a négocié, on a rencontré secrètement un terroriste coupable d'avoir fait exploser un avion français au-dessus du désert du Ténéré, causant la mort de 170 personnes, dont 54 Français. Et c'est pourtant lui dont la contrepartie de ce pacte de corruption, enfin une partie de cette contrepartie, c'était d'essayer de le blanchir judiciairement, puisqu'il avait été condamné en France en 1999 à la réclusion criminelle à perpétuité et faisait l'objet d'un mandat de recherche international. Donc là aussi, cette dimension-là, d'aller négocier avec un terroriste dans le cadre de cette affaire de corruption, à mon sens, elle rajoute énormément au tragique de cette affaire. Ouais, et notamment son exfiltration, il y a cette scène lunaire, c'est avec entre Squarcini et Giuri. Les échanges téléphoniques, ces échanges téléphoniques où on entend, alors pour remettre un peu de contexte, du coup il y a c'est bien Abdallah Senoussi qui a exfiltré. Non, c'est Béchir Saleh. C'est Béchir Saleh, pardon. C'est un homme d'affaires, on va dire, un ancien cadre dirigeant libyen, le président de son fonds souverain. Je crois qu'il il était le secret, pendant un temps, le secrétaire particulier de Moammar Kadhafi. Et il est exfiltré 2 fois. Une première fois par les services secrets au moment de la guerre en Libye, alors qu'il est recherché par le nouveau pouvoir libyen que la France a mis en place. On exfiltre Béchir Saleh secrètement, il se réfugie en France où il est protégé par les autorités françaises. Et quand est publiée la note Moussa Koussa, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, on le soustrait à nouveau et on l'exfiltre de France, cette fois effectivement avec la collaboration du chef des services secrets intérieurs français Bernard Sarskini et de l'intermédiaire Alexandre Giuri pour le soustraire à nouveau à la justice et potentiellement, et c'est ce que cherchent à démontrer les juges, pour empêcher qu'il témoigne de son rôle dans le financement de la campagne, en tout cas qu'il soit interrogé par la justice dans le cadre de l'enquête. C'est un truc de dingue. Donc c'est la en fait là c'est la DGSE qui protège des personnes recherchées par Interpol. C'est bien ça? Absolument, et qui lui aussi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le nouveau pouvoir libyen, et il est exfiltré par avion privé au Niger, et ensuite il se réfugiera en Afrique du Sud. C'est tellement difficile à digérer. Évidemment, ça donne un peu le niveau d'implication d'un certain nombre de dirigeants français et de leur soutien à l'intérieur de l'appareil de l'État. Et en ce qui concerne ces enregistrements, ces audios, parce qu'il y a des audios très, encore une fois, très marrants parce que c'est très trivial entre Squarcini et Giuri, où ils discutent parce qu'il y a une grosse pression pour faire évacuer ce mec recherché par Interpol, et ils discutent ces audios dans le film. Je me demande, c'est des audios originaux? Si oui, ils viennent d'où? C'est quoi l'histoire de ces audios qui sont mis? Je me demandais. Alors c'est ce qu'on appelle une interception judiciaire, c'est-à-dire des écoutes légales réalisées par la police judiciaire à la demande d'un juge d'instruction, effectivement. Donc il y a l'écoute des téléphones portables d'Alexandre Giuri et de Bernard Squarcini. Je ne peux pas vous dire, et d'ailleurs je ne le sais pas comment définitivement ces sons sont parvenus à Fabrice Arfi, à Karl Lasquet. Ça fait partie du secret des sources des journalistes. Les journalistes ne révèlent pas leurs sources, protègent leurs sources, et c'est bien normal. Et d'ailleurs il y a une loi
qui les autorise à faire ça et même qui les oblige à protéger leurs sources d'une certaine façon. Moi, de toute façon, j'ai pas envie de Mais savoir, hein. effectivement, Moi, je veux pas savoir, je veux pas me mettre dans ces problèmes, je veux pas savoir, moi. et voilà, ça nous semblait intéressant d'en mettre quelques extraits dans le film pour montrer effectivement le niveau de complicité, d'amitié, Hmm. d'échange, de proximité, on va dire, et d'intimité entre ces deux personnages qui pourtant prétendent euh, se connaître de très loin. Voilà. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment, ouais, Bernard, au fait, c'est vraiment pressé, là, quand même, faudrait s'activer. C'est vraiment une conversation, mais banale, alors qu'on parle de l'exfiltration d'un mec recherché par Interpol, par la DGSE, quoi. Et- Alors attention, je précise, ces conversations téléphoniques, ils ne parlent pas de l'exfiltration, hein. Elles sont là Ah oui. simplement pour d'autres affaires qu'ils ont en commun, d'autres Ah. relations. Et pendant des mois, effectivement, ils se sont fréquentés. Et Bernard Squarcini, et ce qui est démontré euh, ça fait partie des choses qu'on développe pas dans le film, mais qui est développé au moment de l'instruction et par exemple dans le livre de Fabrice et Karl, c'est Bernard Squarcini et Alexandre Joury font des affaires ensemble. Hein, sur des histoires de contrats commerciaux, de vente de pétrole, etc., etc. Donc on a un intermédiaire qui est un agent de corruption selon la justice, qui utilise l'influence, le carnet d'adresses, la capacité qu'a le directeur des renseignements intérieurs français pour ses propres affaires. Voilà, c'est ce qu'on voulait Mhm. montrer, c'est la complexité, Ouais, la proximité de ces deux hommes. ouais. Et ce côté aussi avec Kadhafi qui se balade, enfin la fameuse histoire de la tente de Kadhafi en plein Paris avec Kadhafi qui se balade avec sa chapka. Enfin, c'est un côté aussi, une esthétique d'un dictatorial qui s'introduit dans les milieux de Paris. Et c'est encore une fois, c'est tellement irréel qu'il y a un côté drôle, il y a un Je côté vais comme. faire pardon, une toute petite pause pour brancher mon ordinateur, Vas-y, sinon il vas-y, va tomber en vas-y, vas-y. panne. Hop, c'est carré, c'est juste là. Voilà, ça y est, j'ai récupéré le câble. J'aurais dû le brancher avant. Bon, et ouais, sur l'esthétique de Kadhafi qui tranche, et surtout quand on est sans Sarkozy, on va pas lui prétendre un côté, disons, arabophile, mais bon, bref, il y a ce côté de la tente qui est posée dans les jardins de l'Élysée pendant une semaine. On doute que Sarkozy ait fait ça vraiment de plein cœur, et ah vas-y, j'invite mon enfin bref, c'est complètement lunaire. Et bon, je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ce côté. Sinon, moi j'ai une autre question sur le côté crowdfunding. Alors ça c'est génial. Moi c'est aussi là où enfin c'est vraiment un, un vent d'espoir qui souffle grâce à ce film. Et c'est le fait que donc il y ait 10 000 personnes. En fait, pour comment existe ce film, c'est il y a 10 000 personnes qui vous ont filé des très petites sommes, donc de environ, je crois, la moyenne c'est 50 euros parce que vous avez récolté 500 000 euros pour financer ce film. Euh, Qu'est-ce que ça dit enfin, comment tu l'as vécu? Moi, c'est trop bien. J'adore le crowdfunding. J'en ai fait plusieurs aussi, et je trouve que c'est vraiment révélateur de ce vent un peu de citoyenneté qui pousse les voiles du journalisme. Euh, Comment tu utilises cet outil? Et quelle perspective ça ouvre pour toi et pour les autres qui nous regardent? Alors, c'est vrai qu'il a été. Bon, d'abord, il faut dire qu'un film de cinéma, quoi qu'il arrive, ça coûte de l'argent. Enfin voilà, il faut acheter les archives, ça coûte très cher dans le cadre d'un Deux film tableaux hollandais. de cinéma. Deux tableaux hollandais environ. Deux miniatures hollandaises d'un peintre du XVIIe. Et qu'on n'aurait pas, notamment après achat d'une scène de télévision sur un sujet comme ça, etc. Donc, qu'il fallait qu'on se débrouille avec nos propres moyens. Euh, donc c'est important pour nous de dire que ce film, il y a pas de subvention publique hein, dans son financement, il n'y a pas d'aide sélective du CNC, il y a ce qu'on appelle une avance distributeur, c'est-à-dire pour 10% du budget du film, c'est le distributeur du film qui avance un peu d'argent pour sa production. Et c'est donc pour 90%
un crowdfunding, un financement participatif qu'on a lancé avec les équipes de Mediapart et notamment à travers la plateforme du journal. On a demandé aux citoyennes et aux citoyens de nous aider, s'ils voulaient bien nous aider à financer ce film, et on a une réponse, enfin je pense très au-delà même de nos espérances. On espérait bien que ça puisse intéresser quelques personnes, mais certainement pas autant. Et ça a été à la fois une surprise et en même temps quelque chose qui nous a, dans le fond, semblé presque normal. Enfin, que les gens s'intéressent à cette histoire et qu'ils aient envie qu'on investisse l'espace public, qu'on aille sur le terrain de Nicolas Sarkozy et qu'on dissipe un peu justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cet écran de fumée qui existait en permanence et qui est alimenté autour de l'affaire. Encore une fois, qui allait jusqu'à faire dire à Nicolas Sarkozy que personne n'y comprend rien. Donc voilà, il y a eu 10 170 citoyennes et citoyens qui ont voulu comprendre quelque chose à l'affaire et qui nous ont aidés à faire ce film. Donc on l'a fait vraiment grâce à ces personnes. On a fait le film pour elles en priorité aussi, en se disant qu'on voulait faire un film qui parle à tout le monde, qui soit accessible pour tout le monde, donc qui soit le plus clair possible. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir lu ne serait-ce que un tiers des articles publiés sur le site de Mediapart sur la question. On peut vraiment découvrir l'affaire du début jusqu'à la fin dans un film comme celui-là. Et puis je crois qu'on peut dire qu'on l'a fait avec ces personnes, parce qu'on a été effectivement, tu l'as dit, c'est très enthousiasmant d'être porté par un tel mouvement, autant de gens voilà, qui font vraiment ce geste de donner de l'argent. On s'est vraiment senti poussé dans le dos, j'ai envie de dire, voilà, avec un vent très fort pour nous aider à faire le film, avec voilà, on l'a fait ensemble parce que je pense que les journalistes, moi et effectivement tous ceux qui ont fait financer le film, et évidemment tous les gens de l'équipe, un film ça se fait pas tout seul, c'est pas moi tout seul qui a fait un film, il y a deux productrices, il y a une monteuse, il y a un chef opérateur, il y a une documentaliste, il y a beaucoup de gens collaborent, un mixeur, un monteur son, un étalonneur, etc. Enfin, toute l'équipe a été vraiment portée par cet élan que j'ai envie d'appeler tout bonnement citoyen, démocratique pour le faire. Donc c'est vraiment exceptionnel, je crois que je peux le dire. C'est exceptionnel de pouvoir faire des films dans cet environnement-là, enfin, en étant porté à ce point-là. Et puis je finirai aussi en disant que toute l'équipe de Jour de Fête, le Jour de Fête qui est le distributeur du film, donc qui organise la sortie en salle du film, et enfin je veux dire, et travaille avec le même état d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment à la fois une aventure collective, mais au sens très large du terme, quand on parle d'un film de cinéma, de le faire avec comme ça plus de 10 000 personnes. Ouais, c'est vraiment un élan citoyen, et en même temps ça donne du courage, parce que du courage il en faut pour faire un truc comme ça. C'est quand même, là on vient de taper sur peut-être le plus grand scandale de corruption de l'histoire de la Ve République. Et est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des barbouzeries justement? Est-ce qu'il y a eu des crasses? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de ralentir ton travail, votre travail à toute l'équipe? Et je te pose cette question à toi, mais aussi pour Mediapart en général, parce que je sais que c'est de plus en plus présent cette question. Donc à toi en particulier, mais à Mediapart en général, comment ça se passe l'ambiance par rapport à ça? Alors moi, à titre personnel, non, il n'y a pas eu de barbouzerie, il n'y a pas eu de pression, j'ai pas eu de coup de fil bizarre la nuit, une menace, quelle qu'elle soit, au moment de la fabrication du film. Il n'en est pas de la même chose pour les journalistes de Mediapart au cours des années. Il y a déjà eu des intimidations judiciaires. J'ai parlé de ce procès qui leur a été fait pour faux usage de faux au moment de la publication de la note Coussa. Il y a eu d'autres procès, il y a eu d'autres tentatives effectivement de faire peut-être ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est-à-dire une intimidation judiciaire, essayer de les faire taire d'une certaine manière, et puis
de dire aux autres journalistes, regardez, si vous enquêtez, si vous allez gratter un peu trop profond, voilà ce qui risque de vous arriver, on va vous attaquer en justice, Ouais. ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, c'est relativement aléatoire en même temps, donc autant pas prendre ce risque-là. Donc il y en a eu au cours de l'enquête euh, pour essayer de freiner effectivement le travail de Mediapart. Il y a eu aussi ce qui est assez commun dans ce genre de grosses affaires aussi de corruption et de révélation, c'est-à-dire des tentatives pour déstabiliser, hein. Donc des tentatives pour vous envoyer vers des fausses pistes avec des faux témoignages, pour vous amener à publier des faux documents qui discréditeraient ensuite la totalité de ce que Hmm. vous avez publié avant, etc. Donc Il y a un les exemple. journalistes sont... T'as un exemple. Ouais, Fabrice m'a raconté l'histoire comme ça d'un avocat qui les appelle, qui est soi-disant le représentant d'un Libyen qui s'est réfugié à Saint-Étienne et qui aurait des documents à donner aux journalistes concernant l'enquête et le financement libyen de la campagne de Sarkozy. Donc Fabrice se déplace à Saint-Étienne, rencontre le Libyen en compagnie de son avocat, etc. Le Libyen ne parle pas français, très mal l'anglais, mais lui donne un document où il y a deux signatures à poser directement sur le document, celle de Muammar Kadhafi et celle de Nicolas Sarkozy, qui serait voilà, un accord de financement, là aussi, mais signé par les deux parties directement, etc. Donc Fabrice est évidemment extrêmement dubitatif, parce que ce genre de document signé par Sarkozy, ça ne peut pas exister dans une affaire comme celle-là, évidemment. Et donc rentre à Paris, fait expertiser ce document et très vite s'apercevoir que c'est un faux. Pour le coup, c'est un faux. Donc Waouh, ça va pas. il laisse, il laisse Là, là, passer là, là. tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que le même Dingue. avocat, la même personne a essayé de faire la même chose avec la justice, c'est-à-dire a pris contact avec les instructions pour essayer la même manipulation. Sauf que la justice, la manière dont doit enquêter la justice est beaucoup plus complexe que celle des journalistes. Leurs vérifications sont plus approfondies encore. Donc ils envoient une commission rogatoire en Libye, ils nomment des experts, ils attendent les résultats des experts, etc. avant de eux aussi faire constater la même chose, ce document est à faux. Et ce qui était intéressant, anecdotiquement, dans cette histoire, c'est que de la même manière, Nicolas Sarkozy a attaqué Mediapart pour faux et usage de faux dans le document Moussa Koussa, dans le document Koussa. Là, ces avocats ont connaissance de cette tentative de manipulation visant à l'inculper avec un faux manifeste dans cette affaire, puisque c'est dans le dossier d'instruction, et pourtant Nicolas Sarkozy ne va pas porter plainte contre cette personne. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Alors, question. Ouais, c'est une question ouverte. Pourquoi il ne porte pas plainte alors qu'il a le nom de l'avocat, il a le nom de la personne, etc. Qui, avec cette tentative évidente de manipulation qui lui est défavorable, pourtant il ne va pas porter plainte contre. Donc là, potentiellement, c'est les équipes, c'est les équipes de Nicolas Sarkozy qui vont contacter un avocat libyen ou pour essayer de créer un faux pour décrédibiliser Mediapart. Non, je pense qu'on n'a aucune raison de pouvoir dire que c'est les équipes de Nicolas Sarkozy qui ont motivé cette tentative de déstabilisation de la justice et de manipulation. On n'a aucun élément pour dire ça. On peut juste s'interroger sur le fait que pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité attaquer la personne alors qu'il était en droit de le faire, pour le coup, réellement, puisque la justice avait établi que le document était un faux, que c'était une tentative de manipulation. Mais il y en a eu d'autres, de tentatives de manipuler la justice et de la faire partir vers des fausses pistes. Donc, mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très commun dans ce genre d'affaires, enfin voilà, d'essayer de décrédibiliser une enquête, qu'elle soit judiciaire ou journalistique. Ok. Et alors, justement, quel est ton sentiment sur... Alors, je sais que tu vas peut-être pas répondre, mais c'est quoi un peu ton sentiment sur qu'est-ce qui va se passer avec ce procès
est-ce que enfin, tu le vois aboutir vers une condamnation? Enfin, où est-ce que tu penses que ça va mener finalement ce procès qui est en cours et qui a une échéance en avril là? Alors c'est peut-être un peu tôt pour avoir vraiment voilà, une orientation sur la nature des débats, enfin, sur comment vont se passer les débats, comment réagit la présidente notamment, hein, qui préside l'audience, comment vont plaider les avocats des parties civiles, notamment le parquet national financier. Euh, voilà, ce qu'on peut constater, enfin moi ce que je constate euh, après ces premiers jours d'audience, c'est que euh, bah, pour l'instant, les prévenus, ils sont vraiment, j'ai envie de dire, c'est une image, mais ils sont vraiment au bout du terrain, quoi. Voilà, Mhm. ils continuent à affirmer haut et fort qu'il n'y a rien dans le dossier, que c'est une manipulation des Libyens, etc., qu'ils ne sont coupables de rien. Donc voilà, il va falloir que l'instruction, et notamment encore une fois le parquet national financier, arrive à les amener un peu au milieu du terrain et on en arrive à vraiment examiner les faits et on verra ce qu'ils auront à dire vraiment quand on examinera les faits point par point, les faits révélés par l'enquête dans le détail. Mais pour l'instant, ils restent sur leur ligne de défense. Il n'y a rien dans le dossier, tout ça est une injure qui leur est faite. Ils sont absolument innocents de tout ce qu'on leur reproche. Ça, pour l'instant, c'est la ligne de défense des principaux prévenus. C'est aussi celle de Nicolas Sarkozy, mais c'est pas nécessairement ce qu'a été la ligne de défense de Nicolas Sarkozy sur PV d'audition quand il a été auditionné devant les juges. Et là, il va falloir qu'il s'en explique, puisque comme dans un certain nombre d'affaires le concernant, hein, l'affaire Bismuth, l'affaire du financement de sa campagne de 2011, ce qu'on appelait l'affaire Big Malion, il a lâché ses principaux lieutenants dans ces affaires-là. Et sur PV d'audition, je crois qu'on peut dire très clairement que Nicolas Sarkozy a déjà lâché Claude Guéant et Brice Hortefeux, hein, qui sont ses plus proches collaborateurs, ouais, et les plus impliqués dans ce procès. Euh, Qu'est-ce que ça va produire comme réaction chez ces personnes-là? On ne le sait pas. Et Pourquoi, pour l'instant, bon, le procès n'est pas assez avancé pour qu'on puisse le dire. pourquoi tu dis que Sarkozy a lâché Guéant et Hortefeux? Bah parce que, par exemple, il a dit des phrases comme on ne peut pas savoir ce que font évidemment, ce que font précisément même les gens qui vous sont les plus proches. Il a dit devant les faits qui sont reprochés, enfin qui leur sont reprochés par les magistrats, il a dit oui, ce sont des fautes, ce sont des erreurs. Il a même répondu à un magistrat en disant vous me demandez si ça me choque, oui, ça me choque. Hein, donc il s'est vraiment désolidarisé de Nicolas de Claude Guéant et de Brice Hortefeux, et on verra si c'est la position qu'il va continuer de tenir pendant les audiences. Il y a une question aussi. Qu'est-ce que nous on fait en tant que citoyen? On reçoit ça. En plus de financer des artistes et des journalistes comme vous, comme toi, comme Mediapart, comme plein de gens qui se bougent, moi j'ai quand même un gros sentiment d'impuissance face à ce genre de situation. Et je sais qu'il faut laisser faire la justice faire son travail et que j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Mais il y a quand même un sentiment d'impuissance des citoyens par rapport à cette phrase de Solzhenitsyn où aussi on sait qu'ils nous mentent, mais il continue et nous on peut rien faire. Est-ce que tu as des clés pour un citoyen comme moi qui veut peut-être essayer de faire un petit peu bouger les choses? Alors, à l'échelle du citoyen ou de la citoyenne individuelle, effectivement, on peut se sentir impuissant. Il n'y a pas grand-chose à faire très concret qu'on puisse faire, si ce n'est en parler, dire autour de vous, allez voir le film, informez-vous autrement qu'à travers BFM TV, CNews, etc. Et essayer de creuser un certain nombre de questions. Voilà, déjà, ça, c'est s'informer. C'est déjà une Première étape. manière d'agir, enfin voilà, importante. Abonnez-vous à Mediapart, un journal totalement indépendant, libre de tout financement de politique, de tout financement publicitaire, etc. Donc un peu à l'abri de tout un tas d'affluences, ce qui n'est pas le cas
on va dire de 80% de la presse écrite, radio et télévision en France. Mais je veux dire, c'est aussi à l'occasion de ces scandales. Moi, j'ai fait un film précédemment, j'avais fait un film il y a 1 an et demi sur la question de l'évasion fiscale. Là aussi, un film sur le cinéma où on s'aperçoit que malgré tout, c'est à l'occasion de ces scandales que la loi, elle peut changer un peu, qu'il y a une prise de conscience des citoyens et des citoyennes qui un peu oblige les députés notamment à faire des projets de loi visant un peu à canaliser ces phénomènes d'évasion fiscale ou alors de corruption. Ça a été le cas notamment pour une affaire révélée par Mediapart, hein, on s'en souvient, l'affaire Cahuzac, hein, Oui. voilà, le ministre du budget qui possédait des comptes cachés à l'étranger sous le gouvernement de François Hollande. Ou aussi, il Ça a a nié en conduit bloc. Il a nié en bloc pendant très longtemps et il a fini par faire un effondrement de son être absolument. assez Lui, à un remarquable. moment donné, ça a été définitivement prouvé qu'il avait des comptes cachés. Et ça conduit quand même à la création, enfin à certaines mesures, comme la création du parquet national financier, comme la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc à un moment donné, ce scandale, il a produit quand même des résultats concrets. Est-ce que on verra en fonction évidemment des condamnations ou pas d'un certain nombre des prévenus dans ce procès. Est-ce que ça va conduire à nouveau un renforcement du contrôle démocratique, du financement des campagnes présidentielles? Est-ce que ça va conduire à un renversement des peines aussi, hein, encourues pour ce type de délit? Je ne le sais pas. Ce qui serait dommage, effectivement, c'est que et je crois que c'est un peu le cas malheureusement, c'est que de scandale en scandale, de scandale en scandale, les Françaises et les Français s'habituent à tout ça. Ils disent après tout, ben voilà, un scandale de plus, et puis un scandale. Et on s'y intéresse de moins en moins à cause de la répétition du caractère quasiment chronique de tout ça. Non, j'espère que ça va être plutôt le moment d'une prise de conscience citoyenne, d'une pression pour que eh ben, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui font la loi, ceux qui ont des programmes électoraux, mettent ces questions-là au cœur de leurs engagements. Hein, voilà. La probité, c'est important. Et parce qu'on a le sentiment que quand même en France, et c'est pas le cas dans plein d'autres pays, hein, je crois que c'est pas du tout le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas du tout le cas, en tout cas très certainement dans les pays scandinaves, que c'est beaucoup trop présent en France. Il n'y a qu'à voir qu'on a un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac, qui a été condamné définitivement pour atteinte à la probité. Un de ses premiers ministres, Alain Juppé, condamné définitivement pour atteinte à la probité. On a Nicolas Sarkozy mis en cause dans ce procès, mais déjà condamné définitivement dans un procès pour atteinte à la probité, son Premier ministre, Fillon, condamné définitivement pour atteinte à la probité. Donc voilà, on a une accumulation comme ça de condamnations pour un personnel politique de plus haut niveau qui devrait nous interroger, nous, beaucoup plus fortement comme Françaises et comme Français, sur notre rapport justement à la corruption, notre tolérance par rapport à ces phénomènes d'atteinte à la probité. Ok, trop bien. Et une dernière question pour terminer. On approche de l'heure d'interview, enfin d'entretien. Justement, tu parlais, mais moi, il y a un truc qui me surprend et que j'ai du mal à expliquer. C'est Juan Branco qui tire pas mal finalement sur Mediapart aussi. J'ai du mal à comprendre voilà, cette sorte de dénonciation de la part de Branco sur Mediapart. Est-ce que tu en sais un peu plus parce que c'est vrai que je suis un peu confus par rapport à ça. Non, très honnêtement, non. Je ne suis pas du tout la polémique. Je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à Juan Branco, je dois dire. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des accusations d'agression sexuelle qui lui sont faites. Est-ce que Mediapart les aurait relayées ou pas? Et puis il se retrouverait chagriné. Non. Pour moi, c'est pas des polémiques intéressantes. Bon, voilà. J'ai absolument vraiment rien à dire là-dessus, Okay. d'intéressé ou d'intéressant. Ok, d'accord. Bon, et ben Yannick, on arrive à l'heure d'entretien que tu m'as accordé, mais en tout cas, vraiment merci beaucoup. Ça encore une fois. Merci
Encore une fois, Merci de m'avoir invité. ouais, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien, de pouvoir en discuter, de voir le film. Alors, je reprends ce que tu as demandé à la fin de la séance, c'est aller sur Allociné pour mettre 4 étoiles sur le 5 étoiles. 5 étoiles, 5 pardon, étoiles, 5 c'est étoiles. très important. Pourquoi? Alors, explique pourquoi. Oui, parce que bon, bah, le site d'Allociné, c'est un peu bon, le site que les Français vont consulter quand on cherche une séance, etc. et qu'on cherche à savoir si un film est intéressant ou pas. Il y a des notes, il y a la note il y a les critiques de la presse, et puis il y a la note du public qui peut effectivement vous amener à vous dire ah oui, tiens, ça, c'est un film qui plaît, je vais y aller. Donc c'est très important, mais c'est aussi très important parce que c'est sur ce genre de site et avec ces genres de commentaires qui sont écrits sur ces plateformes-là que les autres directeurs de salles en France se basent aussi pour décider de montrer le film ou pas dans leur cinéma. Donc en première semaine, le film il était sur 44 copies, ce qui est vraiment pas énorme, hein, et donc bah voilà, ça peut potentiellement aider à ce que le film soit montré ailleurs dans d'autres cinémas et permettre à d'autres spectatrices et spectateurs de voir le film parce que bah, si le film il est pas un peu montré pas trop loin de chez vous, on va pas faire 100 km, 150 km pour Ouais. voir un film, c'est bien normal. Donc il y a tout un tas de gens, voire même des gens qui ont donné de l'argent pour que le film existe, qui pourraient pas le voir si d'autres exploitants de salles de cinéma décident pas de le montrer. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même en deuxième semaine, on est aujourd'hui mercredi 15 janvier, c'est la deuxième semaine d'exploitation. On a quand même beaucoup plus d'écrans, voilà, et de salles qui vont montrer le film. Mais voilà, il faut essayer, là aussi, c'est citoyen. On a eu Ouais. besoin des gens pour financer le film, on a besoin des gens pour le diffuser, nous aider à le montrer, le faire entendre d'une certaine façon. Donc voilà, mettez bien 5 étoiles sur Allociné, c'est l'appel que je peux faire en vue de nous aider dans ce travail et permettre à beaucoup de gens de voir le film si possible. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force pour ta tournée. Là, t'es partout en France, dans plein de ciné, et c'est trop bien de pouvoir te voir. Donc voilà, merci. Faites péter le site d'Allociné, et puis à bientôt Yannick. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.